Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Alors c'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça, disons que je me place un peu dans une position délicate parce que je vais essayer de défendre un peu mai 68. Au moins d'essayer de faire l'inventaire de cette expérience historique et d'en tirer certaines leçons pour justement essayer de comprendre l'époque actuelle. Moi je pars d'un point de vue qui est un peu différent de celui-là de François, c'est-à-dire que pour ma part, je pense que mai 68 n'est pas un mouvement qu'on peut prendre d'un bloc et qu'il faut extrêmement nuancer ses différents aspects. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'éléments de mai 68 qui ont été évacués, qui ont été escamotés, et je pense que justement, c'était été une révolution confisquée, dans le sens que ceux qui l'ont vraiment menée en sont pas forcément ceux qui en ont le plus profité. C'est-à-dire que, par rapport à mon point de vue, je pense que par exemple, et là où je suis d'accord avec François, c'est qu'il y a une certaine catégorie sociologique qui a récupéré mai 68 à son profit, et d'ailleurs qui en a tiré d'importants profits et qui a pu justement prendre une certaine place dans le système et surtout acquérir une représentation symbolique qui les permettait de les valoriser. Et je pense qu'ils ont à partir de là créé une légende dorée de mai 68 comme une grande fête collective, une orgie au quartier latin, qui est très très éloignée de ce que la majorité des Français, aussi bien des classes populaires, ouvriers, paysans, ou même les jeunes de l'époque qui étaient justement dans des zones urbaines comme les bidonvilles qu'il y avait autour des villes parisiennes ou les premières cités HLM, n'avaient pas forcément du tout la même vision et ne partageaient pas du tout la même vie que le petit carré doré des Sorbonnards et du quartier latin. Donc pour mon point de vue, disons qu'il y aurait eu deux bandes-sons en mai 68. La première bande-son, c'est Antoine, c'est un peu le délire hippie folk. Et de l'autre côté, il y avait pour moi Jean Ferrat. Et c'est justement cette idée que, à travers la France, mai 68 n'a pas été vécu comme au quartier latin. C'est-à-dire que pour moi, mai 68, c'est une reconstitution a posteriori, en tout cas la légende dorée telle que présente François dans son exposé qui a précédé. C'est pour moi quelque chose qui a été reconstruit par les leaders de mai 68 qui s'étaient recasés justement dans les médias pour essayer d'évacuer tous les aspects qui pouvaient les empêcher justement de progresser dans le système et surtout en gommer les aspects qui, pour le coup, étaient sombres pour eux. C'est-à-dire tout l'aspect, je pense, lié à la fantastique grève générale qu'a représenté mai 68. Je vais en exposer dans la première partie justement ce mai 68 ouvrier et surtout ce mai 68 violent dans le sens qu'on a eu une contestation qui a été vraiment menée réellement par rapport à des revendications très fortes des classes populaires et qui a été présent dans toute la France, et c'est un des cas uniques dans l'histoire de France justement, c'est grève générale. Et l'autre aspect, c'est justement l'héritage ambigu de mai 68, c'est-à-dire que tout ce qu'a présenté François est juste, mais on ne doit pas oublier que dans mai 68, il y a aussi des éléments qui ont été, je pense, des remises en cause et une tentative de rupture avec le système qui se mettait en place justement et qui a triomphé justement après mai 68. Et j'exposerai à travers différents exemples, disons des germes justement de critique de la société qui sont devenus après très très pertinents justement après la fin des 30 Glorieuses et le début de la crise du capitalisme. Et donc pour présenter un peu mai 68, pour moi mai 68 c'est une période historique qui n'est comparable que la Révolution française ou la Résistance. C'est-à-dire qu'on voit se mettre en place un mythe qui est créé a posteriori, mais qui évacue justement les aspects sombres, mais aussi certains acteurs qui sont gênants pour ceux qui vont utiliser mai 68 pour faire leur ascension sociale. Et je pense que pour commencer justement à avoir un peu plus clair, il faut resituer par rapport au mai 68 évacué, le mai 68 ouvrier. C'est-à-dire que vous avez, pour le coup, la plus grande grève générale de l'histoire. Vous avez 9 millions d'ouvriers en grève, mais pas simplement des ouvriers. Ça touche toute la société française, c'est-à-dire que depuis les vendeuses des grands magasins parisiens
aux travailleurs agricoles au fin fond du Larzac, tout le monde est en grève. La France est paralysée. Et la plupart des personnes de l'époque, je pense par exemple à mes grands-parents, ils voyaient comme mai 68, surtout comme ce moment-là où on a eu peur par exemple du retour du rationnement, où on a eu peur que une situation déboule sur en gros ce qu'ils avaient vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une situation de rupture d'alimentation, de rupture des réseaux. Et donc on a une situation où vraiment la France est paralysée. Et cette France est paralysée, pourquoi? Parce qu'il y a à un moment donné des blocages qui sont organisés, c'est une grève générale, donc comme j'expliquais, et surtout c'est une grève qui a très vite eu des impacts très, très forts à des niveaux très locaux, dans le sens que, par exemple, l'épicentre des actions violentes, c'est pas forcément le quartier latin, mais c'est plutôt ou les grandes usines autour de Paris, comme à Renault ou à Flins, mais c'est aussi, par exemple, dans les provinces, des villes qui sont carrément en situation insurrectionnelle. Par exemple, on a le cas de Nantes, où le préfet est quasiment, songe vraiment à faire intervenir l'armée, parce qu'il voit la situation complètement lui échapper. Il voit aussi qu'il ne peut pas compter sur certains éléments des forces de l'ordre qui sont quasiment en train de sympathiser avec les gens. Donc il y a vraiment une situation où il y a, par exemple aussi à Besançon, aussi à Toulouse, des convergences très fortes entre les paysans et les ouvriers, mais aussi les étudiants et les lycéens. Et on voit tout le corps social français soutenir un mouvement qui va durer quelques semaines, c'est quoi, 5 semaines à peu près, mais vraiment 5 semaines avec une intensité révolutionnaire assez rare. Et dans le sens que même si, pour le coup, il n'y a pas eu de mort, il y a eu aussi une répression très très forte de ce mouvement, et surtout il y a eu un mouvement de sympathie par rapport à ceux qui menaient ce mouvement, qui va être très très fort aussi. Et il faut resituer, je pense, mai 68 aussi dans une histoire plus longue, qui est celle, disons, de toute la résistance ouvrière, et surtout de toute l'idée que, à un moment donné, la France a été une nation largement prolétaire, et justement, c'est l'énorme travail qui va donner naissance aux 30 Glorieuses, ça ne sort pas de rien. C'est aussi tout un travail de reconstruction qui a été demandé à la classe ouvrière française, qui a été mené avec d'énormes sacrifices, dans des conditions souvent très très dures. On parle du rationnement, mais je pense que pour beaucoup de Français, c'était pas du tout quelque chose, un souvenir très éloigné à 68. Le rationnement finit dans les années à peu près 50. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, 68, c'est un rappel aussi de cette époque-là, c'est-à-dire un moment où on sent que l'histoire se présente devant eux. Et par rapport à ça, je pense qu'on ne doit pas oublier que mai 68 est donc un mouvement ouvrier, parce qu'aussi ce mouvement a été préparé dans toutes les années 60 par d'énormes grèves locales, pour la plupart, qui ont été menées justement de façon assez sauvage, dans le sens que les syndicats étaient débordés par des gens qui avaient des slogans très réalistes, pour le coup, et très pragmatiques. C'était « on ne veut pas perdre notre vie, à la gagner ». Donc avec vraiment une revendication que les profits qui étaient nés justement de l'énorme travail mené par la classe ouvrière reviennent un peu aux gens qui le produisaient. Et on doit se rappeler aussi que mai 68 intervient dans une société française qui n'est pas forcément idyllique, dans le sens que c'est vrai qu'il y a une grande nostalgie de la France des années des 30 Glorieuses, qui aurait été plus calme, un peu une nostalgie liée, je pense, au film d'Audiard, à une certaine ambiance, qui est réelle. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, à cette époque, les conflits sociaux sont très très violents. Il y a des morts régulièrement dans les conflits. Par exemple, un slogan de 68 qui peut paraître idiot dans la bouche des étudiants, qui était CRSSS, était vraiment constitué d'un souvenir historique qui était très fort. C'est un slogan qui a été forgé lors de la grande grève des mineurs en 1947. C'est-à-dire juste après la guerre, les mineurs du nord de la France, et de toute la France d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des mineurs dans le sud, se sont mis en grève massivement pour réclamer justement une reconnaissance de leur sacrifice dans la reconstruction et surtout dans la remise en route des mines de charbon, qui avaient été sabotées par les Allemands. Et donc il y a eu beaucoup des situations, avec par conséquent justement quand on a rouvert les mines, de nombreux accidents de travail, des situations vraiment très dures pour les ouvriers. Et c'est justement à ce moment-là ont été créées les premières compagnies républicaines de sécurité, et donc qui ont fait d'ailleurs leur apparition dans ces conflits-là, et avec des conflits qui étaient à la limite insurrectionnels, avec par exemple des attentats par des grévistes contre des voies ferrées, mais aussi une répression très dure avec des morts, des blessés, et surtout la mise en place par le patronat français dans toute la France
d'un contexte répressif dans les usines avec par exemple des milices d'entreprise, un fichage des ouvriers les plus revendicatifs et surtout la tentative de mettre des listes noires qui ont été très très vite appliquées dans tous les gros groupes industriels de personnes qu'il fallait éliminer du monde du travail en faisant le faire en sorte surtout qu'ils ne reviennent jamais dans certaines usines, c'est-à-dire les délégués syndicaux et surtout parmi les plus jeunes, ceux qui étaient les plus revendicatifs et les plus portés à appeler à la grève. Et donc ce contexte de violence est pour le coup prégnant en mai 68, et c'est vrai que par rapport au monde ouvrier, quand ils vont voir justement la répression des premières semaines de la révolte étudiante, il y aura une sympathie qui se fera justement par rapport à cette révolte. Et c'est vrai que même si le monde ouvrier est resté assez imperméable à l'ambiance de la Sorbonne et disons des slogans un peu fous qui étaient diffusés dans le quartier latin, il y a eu quand même à un moment donné une idée que peut-être il était temps de se révolter et surtout de remettre en cause une certaine paix sociale et de revendiquer quelque chose de fort. Et c'est vrai que mai 68 n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel calme, c'est vraiment quelque chose qui s'est préparé en amont, et aussi c'est quelque chose qui intervient dans un contexte international très fort. On est à l'époque dans les luttes de libération nationale, aussi bien en Amérique du Sud, en Afrique. On voit aussi des contre-modèles à la société, disons, occidentale, mais aussi à une certaine forme de bureaucratisme, disons, soviétique, avec l'URSS et le bloc de l'Est, par exemple, des expériences comme Cuba, comme la Chine populaire, qui se mettent en place. Certes, c'est des expériences qui sont éloignées des gens, mais les gens les suivent et les voient mener des réalisations concrètes et se disent que peut-être, justement, c'est peut-être le moment où, dans ce monde en ébullition, il y a peut-être quelque chose à faire en France aussi, parce que comme on s'ennuie, on a envie de faire autre chose. Et surtout, on veut sortir du blocage introduit justement par une société assez sclérosée à l'époque, et de remettre en cause quelque chose qui, pour le coup, était vécu comme une certaine aliénation. Et donc, ce mouvement de mai 68, pour les ouvriers, c'est aussi l'occasion de revendiquer donc, une autre forme de société, parce que c'est ça aussi l'idée de mai 68, c'est la remise en cause, c'est une rupture avec l'ancien monde, et c'est surtout l'idée qu'on peut peut-être essayer, on peut tenter, on peut imaginer d'autres formes. Et même si l'expérimentation peut paraître des fois un peu extravagante, on peut essayer de faire quelque chose pour changer la situation. Et cette envie d'essayer, elle est portée donc par une population française qui est demandeuse de ça. Elle se heurte à une répression, et de là, justement, on va se cristalliser vraiment un front commun ouvrier, paysan et étudiant contre la répression. Et c'est vrai que par rapport à 68, on a surtout, on essaie d'escamoter les morts de 68, mais il y a eu quand même plusieurs morts en mai 68. Par exemple, lors de la tentative de la reprise des usines de Flins, il y a eu quand même 2 ouvriers qui sont tués. En marge de ces tentatives par les forces de l'ordre, il y a un lycéen qui était venu en solidarité qui se noie dans la Seine. C'est quand même il y a des affrontements très très durs dans toutes les usines Renault pour essayer de les évacuer, parce que c'est aussi une des spécificités de mai 68, c'est l'occupation par les ouvriers de leur outil de travail. C'est aussi ce qui conduit à la paralysie de l'outil productif. Et donc on se retrouve vraiment dans une situation où il y a, pour le coup, un front commun d'action, et chaque action entraîne des réactions, et c'est vrai qu'il y aura une montée dans la violence qui sera crescendo, qui s'arrêtera à un moment donné, parce que justement le processus de reprise en main par le pouvoir gaulliste va être assez malin d'ailleurs, pour associer à cette reprise en main les syndicats qui se voient complètement débordés pendant ces moments-là, c'est-à-dire que par exemple la CGT ne sait plus du tout ce qui se passe, la plupart de son appareil est complètement ahuri par la revendication et surtout la combativité du monde ouvrier. Même le PCF, et lui, pour le coup, qui était dans une intégration au système, qui essayait d'incarner une force porteuse de propositions, assez moins révolutionnaire et surtout pouvoir s'adapter au système, se voit complètement débordé par pas forcément par les groupuscules gauchistes, qui sont très très minoritaires dans le monde ouvrier, mais plutôt par une volonté des gens de s'auto-organiser et surtout de porter des revendications qui vont plus loin que les revendications traditionnelles du mouvement syndical. Et on va voir justement se mettre en place avec les accords de Grenelle une tentative d'alliance qui va d'ailleurs être fort utile au système entre, disons, d'un côté l'État gaulliste et les syndicats pour essayer de trouver le moyen de permettre la reprise du pays. Et c'est vrai qu'après les accords de Grenelle,
on va voir vraiment se mettre en place, par exemple, des tournées de la CGT dans certaines grandes usines pour dire maintenant, il faut pas, c'est fini, on a eu 10% d'augmentation, on recommence tout. Alors que 10% d'augmentation pour la plus grande grève, et d'ailleurs on doit se rappeler que mai 68 est la plus grande grève ouvrière et générale de l'histoire, ce qui n'était jamais arrivé. 10% d'augmentation, c'est pas grand chose, surtout que ces 10% vont être après rattrapés par les années qui vont suivre mai 68, c'est justement le début de la crise économique par le choc pétrolier, et elle va représenter rien du tout au final. Donc on peut se dire que mai 68, au moins du point de vue ouvrier, a été une confiscation de quelque chose qui avait été globalement vraiment une rupture radicale par l'appareil d'État. Et dans cet appareil d'État, justement, qui va s'intégrer? C'est les anciens leaders de mai 68 qui vont, à partir du tournant des années 70, commencer justement à dériver vers des positions réformistes et surtout essayer d'escamoter tout ce mai 68 ouvrier, violent, révolutionnaire, pour en faire justement la fable dorée que tu as très bien évoquée, c'est-à-dire un événement qui n'a pas eu lieu. 68, ce n'est pas une révolution, c'est juste un chahut étudiant, certes un peu poussé, bon, il y a eu quelques petites voitures qui ont cramé, mais bon, c'est pas grave, on va s'en remettre, les usines sont reparties, il ne s'est rien passé en mai 68, tout va bien. On a juste eu quelques petites réformes sur les mœurs et tout ça, mais la société démocratique perdure, a repris ses droits, et on peut justement y participer parce que maintenant, justement, comme tu le disais, les fils de bourgeois ont pris leur place dans l'entreprise familiale et peuvent la gérer à leur façon. Et donc c'est vrai que 68, c'est vrai que c'est une époque balzacienne pour ça, c'est qu'on voit vraiment un recyclage, à partir surtout des années 70, de toute l'élite intellectuelle du mouvement 68 art étudiant dans le système. Et justement, par rapport à ça, il va y avoir une tentative de relecture pour évacuer la violence, surtout qu'à l'époque, on voit que la violence est encore présente, dans le sens que dans les années juste après 68, quand même, le débat politique est toujours violent. Vous avez par exemple toutes les organisations d'extrême gauche ont des services d'ordre, qui sont violemment équipés lourdement, avec des manches de pioche, des barres de fer, des casques, et qui s'affrontent aux forces de l'ordre, aussi aux militants d'extrême droite comme Ordre Nouveau ou les Héritiers d'Occident, mais aussi entre eux. Donc vous avez vraiment, à l'époque, chaque organisation dit combien de divisions, combien de SO tu peux présenter pour représenter quelque chose. Et c'est le SO le plus important qui, pour le coup, incarne l'organisation la plus importante. Et toute cette violence qui est portée par le 68 va petit à petit essayer d'être canalisée justement par les leaders qui se rendent compte que ça ne mène nulle part, et ça va surtout ça peut les empêcher d'intégrer le système. Et donc on verra par exemple dans certaines manifestations où par exemple vous avez des débordements par des casseurs et des futurs autonomes, justement à la fin des années 68, 60, 70, début des années 70, par exemple les somaoïstes protégeront des armureries qui ont vu leurs vitres cassées par des autonomes qui voulaient les piller. Et donc les mecs se mettent en ordre devant pour les protéger. Et ainsi de suite, avec justement cette idée qu'il faut essayer de canaliser la violence, la réduire au maximum. C'est par exemple aussi ce que va faire le SO de la CGT pendant tous les mouvements ouvriers et révolutionnaires qui vont suivre, c'est-à-dire essayer de canaliser au maximum pour qu'il n'y ait pas de débordement, et surtout que tout rentre dans l'ordre, et que tout le monde puisse avoir son rôle de partenaires sociaux, et que chacun puisse tirer bénéfice de l'équilibre démocratique. Par rapport à ça, on va aussi se mettre en place, à partir de la fin justement du rêve 68 art, cette reconversion, et surtout un nouveau discours des élites justement de gauche, c'est-à-dire justement cette idée que il faut une certaine forme d'humanisme. Ça sera le grand mythe justement des nouveaux philosophes, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui se diviserait, surtout dans le monde des années 70-80, entre le système totalitaire représenté par l'URSS, qui serait le monstre ultime, en gros que la Shoah rencontre le goulag, et que de toute façon toute forme totalitaire est à bannir, et justement cette espèce d'humanisme guerrier, cette idée que justement la démocratie doit se défendre, on doit être justement sur un plan moral, on doit être moralisateur, et donc on ne doit plus être acteur de l'histoire, c'est-à-dire en gros on doit défendre les victimes, mais forcément on ne doit pas être acteur, on ne doit pas être le résistant, parce que c'est vrai que la rupture fondamentale avec l'esprit de 68 par rapport, je pense,
comment dire, la récupération par le système des anciens leaders de 68, des anciens intellectuels de 68, c'est justement cette idée qu'on passe d'un moment historique où il fallait être acteur, c'est-à-dire que c'était la figure du résistant, du combattant anti-impérialiste, du Viet Cong, qui était un acteur de sa lutte, à l'idée que ce qui est digne et respectable, c'est la victime, c'est-à-dire les personnes qui ne font que subir la répression, qui ne font que subir le totalitarisme. Et c'est vrai que ce basculement, on le voit encore actuellement, dans le sens que ça imprègne le discours moralisateur, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à poser un discours victimaire, quel qu'il soit, sur n'importe quelle situation historique actuelle. C'est-à-dire que on va toujours voir les victimes, les cellules, disons, d'aide psychologique et tout ça. Et c'est vrai qu'on nie cette idée qu'on doit être justement, et que nous, à Rébellion, nous essayons de mettre en avant, des êtres, des hommes et des femmes acteurs de leur histoire. Et c'est vrai que c'est un élément qui est important pour comprendre justement le basculement de cette génération que tu as très bien décrit dans le système et sa récupération. Et après, pour ma deuxième partie, était sur le mai 68 et son héritage ambigu. C'est-à-dire que mai 68, pour le coup, est une remise en cause et une rupture qui porte en elle aussi une véritable, des véritables morceaux, des véritables aspects authentiquement révolutionnaires, qui ont été certes complètement galvaudés, qui ont été récupérés, détournés, et curieusement, qui aujourd'hui prêtent à sourire. Mais il y a beaucoup de choses en mai 68 qui peuvent être encore, à l'heure actuelle, pertinentes et surtout révolutionnaires. C'est-à-dire que, par rapport à ça, je pense que la spécificité du mai 68 français, c'est la rencontre à un moment donné entre les étudiants et le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que, certes relatif, mais pour le coup, un des courants majoritaires de mai 68 était le maoïsme, et le maoïsme a fait justement du lien entre les luttes ouvrières et leur découverte, parce qu'il faut aussi resituer que justement les personnes qui étaient issues de la bourgeoisie et qui étaétaient étudiants à l'époque n'avaient aucun contact avec le monde ouvrier et étaient très éloignés du monde ouvrier. Ils ont vraiment découvert le monde ouvrier, et d'ailleurs ça a mené aussi à quelque chose qui était assez intéressant, c'est-à-dire que par exemple il y a eu le phénomène des établis, c'est-à-dire des étudiants d'origine bourgeoise qui allaient s'établir en usine, dans des grandes usines parisiennes ou de l'Est de la France, pour essayer justement de diffuser des idées révolutionnaires auprès des ouvriers. Certes, c'était naïf, mais en même temps, on voit qu'il y a une tentative de lier justement des idées révolutionnaires avec une pratique révolutionnaire. Et c'est là aussi une ambiguïté de mai 68. C'est certes ambigu dans le sens que on se dit que bon, le peuple n'avait peut-être pas besoin des bourgeois pour apprendre la révolution, mais on voit que quand même il y a une tentative de se lier à ça. Et c'est vrai que la spécificité de la France par rapport au reste des expériences révolutionnaires dans le monde en 68, c'est justement ce lien-là qui est aussi qui aura aussi un parallèle en Italie justement avec le mouvement autonome et aussi avec l'idée que justement il fallait être spontané, donc mener des luttes spontanées en réunissant les jeunes étudiants avec les ouvriers. Et donc ce qu'on va essayer de voir en mai 68, c'est aussi de faire ce lien entre idées et action. De mettre en parallèle les deux, et surtout de vivre des expériences. Et ce serait que ça va être l'expérience du choc culturel pour beaucoup justement d'étudiants, c'est-à-dire c'est ou l'établissement en usine, ou alors un autre phénomène qui sera assez intéressant aussi à voir en mai 68, c'est le retour à la terre et le retour au monde rural. C'est-à-dire que par exemple, vous avez plusieurs tentatives de mise en place de communautés dans l'esprit un peu hippie, mais aussi dans un esprit plus ancien qui est aussi lié au mouvement révolutionnaire, libertaire, anarchique, c'est-à-dire d'essayer de vivre en autarcie, de vivre en lien avec la nature, de se raciner dans des cultures régionales, de redécouvrir par exemple les langues régionales. Ça a été aussi cette tentative d'aller à la rencontre du monde paysan, qui était là aussi quelque chose encore plus inconnu que le monde ouvrier, pour la plupart des gens des villes dans les années 50, qui est vraiment une coupure. Les années 60, c'est vraiment la coupure avec le monde rural, et c'est surtout le début, même l'intensification de l'exode rural. C'est-à-dire les campagnes se vident, vous avez des zones en France qui sont complètement dépeuplées, ou parce que les gens ne peuvent pas vivre, donc partent travailler en usine, c'est la chanson de Ferrat, justement. Mais c'est aussi cette idée qu'à un moment donné, ces gens qui vont aller vers les campagnes vont essayer de faire souche, avec des fois des chocs culturels justement entre les paysans et ces hippies entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas que des hippies, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui n'avaient pas forcément tous les stéréotypes du milieu hippie, mais qui voulaient vivre une expérience de retour à la terre.
Et surtout, ce choc culturel, des fois, c'est en gros le paysan qui trouve une bande de hippies en train de nager tout nu dans le ruisseau à côté de son village. Voilà, c'est aussi des fois des tentatives assez grotesques, certes, de s'adapter à la culture locale, par rapport, par exemple, moi j'ai un souvenir de mon grand-père qui me racontait, par exemple, en Ariège, vous aviez, par exemple, un truc très drôle, c'était qu'ils avaient vu justement des hippies qui traînaient des arbres entiers, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et une fois, ils rentrent dans une petite masure qu'ils avaient repris, ils brûlaient carrément l'arbre entier, et petit à petit, l'arbre passait dans la cheminée à mesure qu'il brûlait. Bon, c'était sûr, parce qu'ils ne savaient, justement, parce qu'après, ils ont découvert qu'ils ne savaient pas découper le bois. Donc, il y avait un petit problème technique qui, justement, a permis aux gens du village de leur expliquer que voilà, ça, c'est une hache, ça peut être très utile, vous allez voir, on va vous montrer comment on coupe un peu du bois. Et donc, tout ça, ça montre qu'il y a eu une tentative, à un moment donné, voilà, de se réenraciner, qui a marché pour certains. Certains, souvent la caricature, c'est les communautés hippies qui ont fini divisées sur des questions liées à la sexualité et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont implantés à la campagne à un moment donné, surtout dans les zones reculées. Par exemple, je pense au Larzac, je pense par exemple les Cévennes, voilà. Et ils ont fait souche et ils se sont réimplantés dans des communautés locales qui les ont intégrés et ils ont formé une autre dynamique collective. Et donc cet élément-là est intéressant justement parce que cette idée d'expérimentation, on le retrouve aussi dans un autre mouvement qui est très important en mai 68, c'est la découverte de l'écologie. Et c'est vrai que la redécouverte de l'écologie, 68 n'a pas inventé l'écologie. 68 va juste donner une diffusion plus large aux thèses écologistes. C'est par exemple le travail qu'a mené quelqu'un pour lequel j'ai un grand respect, qui s'appelait Pierre Fournier, qui était, un dessinateur et un journaliste qui écrivait d'abord dans des petites feuilles, voilà, il a essayé de vivre de sa plume et de son dessin. Et par hasard, il envoie un jour des dessins au journal Harakiri, et les mecs lui disent bon, c'est sympa, tu viens au comité de rédaction. Et donc il y va, et lui, pour le resituer, il ne boit pas d'alcool, il est végétarien, il prône justement une espèce de vie très ascétique, et il tombe sur une beuverie générale à Harakiri avec Choron et Cavana en train d'être à moitié sous, et qui lui disent bon d'accord, tiens, tu dessines bien, tu auras 3-4 pages dans le journal. Et lui commence à dessiner, et petit à petit, l'écologie c'est quelque chose qu'il connaît parce qu'il vient justement d'une famille qui est de Savoie, et donc c'était des enseignants dans des écoles primaires en Savoie, donc il connaît très très bien ça, et donc il commence à en parler, il fait des petits articles, et il reçoit à ce moment-là justement du public de Harakiri des tonnes d'insultes, parce qu'il dit tu nous fais chier avec ton écologie, nous on n'en a rien à faire, les arbres on s'en fout, nous on veut la révolution parce qu'on veut justement l'amour libre et tout ça, et tu es trop triste, tu nous parles de pollution qui va détruire la planète, mais qu'est-ce que c'est que ça, voilà. En gros il y a cette chose culturelle, mais en même temps il y a d'autres petit à petit, en développant justement ces thèses et en répondant aux gens, il y en a de plus en plus qui sont intéressés, et il va fonder le premier journal écologiste radical en France, qui est La Gueule Ouverte. Il va mourir d'une crise cardiaque assez jeune, malheureusement, mais le mouvement qu'il va lancer, justement, il va être aussi un précurseur important de ce qui va suivre mai 68, surtout dans le mouvement écologiste, c'est l'opposition au nucléaire. Et donc il sera un des premiers à lancer des campagnes d'opposition aux installations de centrales nucléaires en France. Et donc il aura ce rôle fondateur. Et cette personnalité, justement, c'est ça, cette rencontre entre, disons, l'écologie véritable et 68, ça portera, il sera entendu par certains, et d'autres, Choron et les autres, nous s'en ficheront complètement. Et un qui va l'entendre très tôt, c'est justement Bernard Charbonneau, qui est un des grands penseurs de l'écologie française avec Ellul, qui va être justement un des collaborateurs de La Gueule Ouverte dès le départ, en disant justement qu'il était, lui pour le coup, Charbonneau, et pas du tout un mai 68 art, c'est pas du tout un bobo. On a fait justement une présentation à Toulouse récemment sur lui, c'est vraiment quelqu'un qui, pour le coup, est un écologiste intégral, qui a vécu son écologie dans son engagement et aussi dans sa pratique. Et lui va rejoindre La Gueule Ouverte en disant je ne suis pas d'accord avec le côté 68 art, mais je vais collaborer parce que vous êtes le seul journal justement à mener une mobilisation sur des questions importantes liées à la ruralité, liées à une paysannerie non chimique, et c'est important de vous soutenir. Et je pense que là, pour finir sur ça justement, l'aspect intéressant aussi de mai 68, c'est aussi, ce fut une occasion aussi de redécouvrir des mouvements marginaux idéologiquement. Ça a été justement cette idée que la critique du capital qui était menée justement à l'époque, qui avait été, disons, menée précédemment avec peu d'audience par ce qu'on appelle l'ultra-gauche, c'est-à-dire surtout la gauche non stalinienne,
non trotskistes qui avaient des positions, disons, très radicales sur, disons, la sortie de la mystification démocratique et l'idée d'un communisme qui devait être authentique et vécu de façon, voilà, directe et autonome par les ouvriers, surtout qui ne devait plus avoir de médiation syndicale ni des partis de gauche. Justement, ces thèses vont se diffuser et vont devenir de plus en plus importantes parce que justement, elles vont rencontrer cette envie d'autonomie et de réappropriation directe par les gens de leur réalité quotidienne. Et c'est vrai que au-delà justement de la critique simple de la société de consommation, il va y avoir toute une redéfinition justement d'un discours radical par rapport au système capitaliste. Et justement, ce discours va perdurer et surtout va trouver une audience de plus en plus forte avec la crise qui va mener, que va provoquer, disons, la première grande crise pétrolière. Et justement, il y aura cette remise en cause progressivement du système capitaliste qui sera justement jusqu'à nos jours, parce que par exemple, je vois, l'héritage des situationnistes, on le connaît de Bohr et tous les écrits qu'il a pu avoir et toute l'influence qu'il peut avoir aussi sur nous en tant que journal, mais aussi sur la nouvelle droite pour certains aspects. Et aussi, par exemple, je pense à des maisons d'édition comme Alias, comme l'Encyclopédie des nuisances, qui sont deux héritières de ces courants-là, et qui ont mené vraiment une énorme réflexion justement sur une critique de l'écologie, disons, politicienne, sur la critique du système capitaliste, et surtout sur l'idée qu'on devait trouver de nouvelles voies pour sortir de l'aliénation et de l'exploitation. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi cette idée que cette sortie du système capitaliste peut se faire justement sur un mode collectif et surtout du jour au lendemain, c'est-à-dire que mai 68 n'était pas prévu dans les astres et ça a été une surprise dans une France qui s'ennuyait, une France endormie. Et je pense que justement cette éruption de l'imprévu dans l'histoire est intéressante et qu'elle doit nous faire réfléchir aussi à l'heure où on pourrait se résigner et se dire que tout est joué et que nous ne pouvons pas redevenir des acteurs de l'histoire. Et justement, je pense qu'on peut redevenir des acteurs de l'histoire et il faut justement penser mai 68 comme quelque chose forcément à liquider, dans le sens qu'il faut se dégager d'une expérience historique qui est dépassée, parce qu'on ne pourra pas refaire mai 68 ça serait une farce justement de refaire cet épisode, mais garder justement cette idée que l'imagination peut être au pouvoir. Et ce sera le mot de la fin pour moi en tout cas.